Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie de la cour que j'ai fait pour l'école SIMPA à Kenitra, qu'on enregistre à cause des conditions Covid. C'est la troisième partie du cours décomposition de domaine. Et dans la première partie, je vous ai expliqué la méthode de Schwartz pour une équation de type Poisson. Dans la deuxième partie, je vous ai montré les méthodes Dirichlet-Neumann, Neumann-Neumann et Schwartz optimisé, de nouveau pour une équation de type Poisson. Et dans cette troisième partie, je vais vous montrer des méthodes de décomposition de domaine pour les problèmes qui dépendent du temps. C'est des problèmes d'évolution. C'est comment, par exemple, la chaleur se distribue dans cette salle ou comment les ondes se propagent sur la surface d'une piscine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces méthodes, ils ont à la racine aussi un théorème d'existence et d'unicité comme le théorème de Schwartz, qui a donné naissance à la méthode alternée de Schwartz. Et c'est Picard, Émile Picard, en 1893, qui s'était posé la question, est-ce que des équations différentielles ordinaires, comme celle-là par exemple, V' égale f de V, où f c'est une fonction non linéaire générique, est-ce que ces équations ont une solution? Et son idée, c'était de réécrire cette équation en intégrant de 0 à t. Alors si on intègre cette équation à gauche de 0 à t, la dérivée disparaît et on obtient la valeur en t moins la valeur en 0. Et la valeur en 0 est mise à droite et il reste encore l'intégrale de f à droite. Et l'idée de Picard, c'était d'introduire une relaxation et de considérer la fonction v comme une fonction qui dépend d'un indice d'itération. Et à droite, la dépendance est à l'étape précédente, Vn-1, et à gauche, c'est à l'étape n. Alors la difficulté de comprendre si cette équation a une solution est transformée en une itération où à droite, il faut juste intégrer cette fonction connue, parce que Vn-1 est considérée comme une fonction connue. Alors on commence comme avec la méthode de Schwartz, avec un V quelconque, par exemple 0, on l'intègre, on trouve un V1, on le remet là-dedans, on intègre, on trouve un V2, et l'espoir est que cette itération converge vers une fonction qui satisfait cette équation. Et Picard a réussi à démontrer que cette méthode effectivement converge, mais c'est Lindelöf qui a démontré une année après la vitesse de convergence de cette itération, et ça c'est maintenant l'itération de Picard-Lindelöf, célèbre dans les cours sur les équations différentielles ordinaires. Et le théorème de Lindelöf, c'est le théorème suivant ici. C'est le théorème qui démontre que la convergence est superlinéaire. C'est plus rapide que les méthodes de Schwartz, Dirichlet-Neumann, Neumann-Neumann qu'on a vu avant. Et en fait, si on regarde ce problème sur un intervalle 0 grand T, les itérations spécifiées par cette itération de Picard satisfont l'estimation d'erreur que la différence entre la solution et l'itération à l'étape n sont bornées par la différence à l'instant 0 de l'itération, avec l'estimation initiale de la solution, par ce facteur-là. Et ce facteur-là, il y a deux composantes intéressantes. Dans le numérateur, il y a une constante qui est liée à la constante Lipschitz de la fonction f, et le grand T, c'est l'intervalle en temps qui nous intéresse, à la puissance n, n c'est le nombre d'itérations, et tout ça est divisé par n factoriel. Alors là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Si l'intervalle en t est petit, ce grand T est petit, si ce grand T est tellement petit que la constante fois T est plus petit que 1, là on obtient une contraction géométrique, un nombre plus petit que 1 à la puissance n. La méthode, elle converge au moins linéairement. Mais il y a aussi le dénominateur, le n factoriel, c'est une quantité qui grandit plus vite que n'importe quelle constante à la puissance n. C'est le factoriel. Ça veut dire que de toute façon, ça contractera plus vite que linéaire à un certain moment. Cette méthode a été oubliée pendant longtemps, jusqu'à ce que des ingénieurs chez IBM ont réinventé une méthode très similaire pour le calcul scientifique.
Et il mettait du temps à voir que les racines étaient dans la méthode de Picard et Lindelöf, pas comme chez Schwarz. Là, vous voyez les trois inventeurs, c'est la Rasmi, Ruelli et San Giovanni Vincentelli. Albert Ruelli, c'est un Suisse que je connais très bien. Il est à la retraite maintenant, il a 83 ans. Il parle encore suisse-allemand, mais il vit depuis 60 ans presque aux États-Unis. Et ce qu'ils ont dit dans leur publication, où ils ont baptisé cette méthode Waveform Relaxation Method, méthode de relaxation d'ondes, the spectacular growth in the scale of integrated circuits being designed in the VLSI era has generated the need for new methods of circuit simulation. Standard circuit simulators such as SPICE and ASTAP simply take too much CPU time and too much storage to analyze a VLSI circuit. Alors, ils veulent présenter une autre méthode qui résout ces circuits, qui fait des simulations de ces circuits d'une manière plus efficace. Et voici l'exemple qu'ils ont mis dans cette première publication de 1982. C'est un oscillateur de type MOS. Et pour comprendre pourquoi c'est un oscillateur, je vais essayer de vous décrire ce qui se passe dans ce circuit. Vous voyez des différents éléments dans le circuit, mais il y a trois nœuds, ce nœud-là et ce nœud-là et ce nœud-là qui nous intéressent, où il y a une certaine tension V1, V2 et V3. Maintenant, supposons qu'on a une tension de 5 volts à ce nœud pour voir ce qui se passe. Si on a 5 volts dans ce nœud-là, ces 5 volts sont connectés à la porte de ce transistor. Maintenant, s'il y a 5 volts sur une porte d'un transistor, ce transistor, il ouvre. Ça veut dire qu'il fait une connexion avec ces nœuds-là, une connexion vers la Terre. Ça veut dire que ce nœud-là, il doit forcément être à 0 volts. Si on met 5 volts là, sur V1, le V2, il est à 0 volts. Il n'y a plus de tension là. Après, ces 0 volts sont connectés à la porte de ce transistor-là. Ça veut dire que ce transistor-là, il ferme. Et si ce transistor-là est fermé, le nœud V3, il est connecté à 5 volts. Il doit avoir 5 volts ici. Mais les 5 volts sont connectés avec ce câble-là à la porte de ce transistor-là. Ça veut dire qu'il ouvre. Et le nœud V1, qui avait 5 volts, tout à coup, il est connecté vers la Terre. Ça veut dire lui, il doit tomber à 0 volts. Quand il était 5 volts avant, là, il doit tomber à 0. Et là, vous voyez, ce 0, il va fermer celui-là, et lui, il va monter à 5 volts. Et lui, il va tomber à 0, ça veut dire lui, il va monter à 5, et c'est pour ça que ça oscille entre 0 et 5 volts sur chaque nœud. Ça, c'est la raison pour laquelle c'est un oscillateur. Et si on modélise cet oscillateur avec les lois de Kirchhoff et de Ohm, on obtient un système d'équations différentielles ordinaires pour la première tension V1, pour la deuxième tension V2 et pour la troisième tension V3. Et c'est un système d'équations qu'il faut résoudre, d'équations différentielles ordinaires, avec une condition initiale qui vaut quelque chose. Alors l'idée de cette méthode de relaxation d'ondes, c'est la suivante. Si ce circuit est beaucoup trop grand pour être simulé en un morceau, les ingénieurs se sont dit on pourrait partager le circuit en sous-circuits en coupant quelques câbles, et parce que le signal le long de ces câbles, il manque après, il faut introduire une source de signal artificielle chaque fois quand on a coupé un câble. Ça, c'est les tensions rouges là qui apparaissent, et il y a une indice d'itération K. Et si on connaît le signal à l'étape K, on peut bien calculer la tension à l'étape K plus 1 de l'itération. Alors si on écrit ça mathématiquement, ça donne un système changé d'équations différentielles ordinaires. La tension 1 à l'étape K plus 1, elle dépend encore de la fonction F1 de V1 à l'étape K plus 1, mais les deux câbles qui ont été coupés sont maintenant à l'instant K de l'itération. Et de même pour la deuxième tension et la troisième tension. Et cette itération,
Vous voyez, elle est très similaire à une itération de type Picard-Lindelöf. Ils appelaient waveform relaxation, relaxation d'onde, parce que le signal qui se propage le long d'un câble s'appelle waveform. Et on fait une relaxation parce qu'on ne prend pas le vrai signal, on prend le signal de l'étape précédente. Et là, il y a un exemple de leur publication de 1982. Pour ce circuit qui oscille, la première itération, elle montre que le V1, il monte de 0 à 5 volts. Mais après, il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a pas encore de communication avec les autres transistors. La deuxième itération, on voit déjà le transistor voisin et ça baisse à 0. Et la troisième itération, ça remonte à 5. Et la quatrième itération, ça baisse à 0. Et là, vous voyez effectivement, ça oscille comme la vraie solution du circuit. Ça converge. Et il y a un commentaire très intéressant dans leur publication qui dit que « Note that since the oscillator is highly non-unidirectional, due to the feedback from V3 to the NOR gate, the convergence of the iterated solutions is achieved with the number of iterations being proportional to the number of oscillating cycles of interest. » Là, il dit que cette méthode converge en un nombre fini d'itérations et le nombre correspondant au nombre d'oscillations qui nous intéressent dans l'intervalle de temps qu'on calcule. Ce résultat, on va retrouver pour des EDP aussi, d'une certaine forme. Alors, comment ces méthodes se présentent si le problème, ce n'est pas un circuit, mais c'est maintenant une EDP, une équation dérivée partielle? Et il y a deux EDP qui nous intéressent ici. La première, c'est une équation de la chaleur. C'est UT égale à le Laplacien de U. Là, j'ai écrit en dimension 1 en espace. Ou une équation des ondes, 2 dérivées de U par rapport à temps égale C carré fois un Laplacien de U. On va faire une décomposition de domaine comme on a fait pour le Laplacien, mais maintenant le domaine est en espace-temps. Il va de moins A à B et de 0 à grand T. Ça veut dire l'axe Y est devenu l'axe du temps. Je fais une décomposition avec recouvrement, comme pour la méthode de Schwartz, avec un sous-domaine oméga 1 qui est maintenant en espace et en temps, et un sous-domaine oméga 2 qui est en espace et en temps. Et il y a deux interfaces, un gamma 1 et un gamma 2, qui sont des interfaces en espace et en temps. Alors une première itération naturelle pour cette équation qui dépend de l'espace et de temps, c'est de faire une itération de type Schwartz. On résout dans le sous-domaine oméga 1, mais en temps 0t, l'équation de la chaleur. Et sur l'interface gamma 1, on n'utilise que l'autre domaine à calculer à l'étape précédente. Et de même, on fait sur oméga 2, on résout l'équation de la chaleur, et sur l'interface gamma 2, on prend ce que le premier sous-domaine vient de calculer. Alors vous voyez, c'est exactement une méthode de Schwartz avec recouvrement, une méthode classique, alternée. Mais maintenant, le problème dépend de l'espace et du temps. Et là, on peut démontrer un résultat de convergence qui dit que l'erreur dans ces approximations sur les sous-domaines, ça veut dire la différence entre la solution de l'équation de la chaleur sur le domaine complet et l'itération sur le sous-domaine à l'étape 2n plus 1, mesurée en normale infinie et bornée par l'erreur initiale, différence entre la solution et U sur le sous-domaine à l'étape 0, fois une fonction qui est le complément de la fonction d'erreur qui dépend du nombre d'itérations, du recouvrement et de la taille de l'intervalle en temps qui nous intéresse. Alors si t est petit, cet argument-là, il est grand, et la fonction d'erreur complément, elle est petite pour un argument grand. Ça veut dire que ça converge très vite quand t est petit. Ça converge aussi très vite quand L est grand. Et ça converge quand n devient grand très rapidement. Ça, c'est pour une estimation d'erreur sur un intervalle 0 grand T. Mais si t devient grand, il y a une deuxième estimation d'erreur
qui dit que l'erreur à l'étape 2n plus 1 est de nouveau liée à l'erreur initiale, mais là par un facteur de contraction, comme on a vu pour les méthodes de Schwartz pour l'équation de Laplace, qui dépend du recouvrement et de la taille des sous-domaines. Ce résultat, on peut le généraliser pour une décomposition quelconque, pour beaucoup de sous-domaines avec du recouvrement, et il a été trouvé aussi indépendamment de ce résultat-là que moi j'ai trouvé en 2002 par Giladi et Keller. Et voici deux exemples comment cette itération converge pour une équation de la chaleur, mais là, c'est une équation de la chaleur en dimension 2. Alors, sur la première expérience, j'ai choisi un intervalle en temps qui est assez grand. On va pour t entre 0 et 5. Ça, c'est la première itération, l'erreur. Sur le bord, l'erreur est 0. Et c'est à la fin de l'intervalle en temps que je monte l'erreur. Ça, c'est la deuxième itération et la troisième itération. Et on voit l'erreur baisse. Mais l'erreur baisse proche des bords plus rapidement que à l'intérieur. Maintenant, si on fait un intervalle en temps très court, de 0 à 0,01, avec cet algorithme-là, il y a un autre phénomène qui se produit. La première itération, on voit aussi que ça converge des bords vers l'intérieur, mais ça converge aussi à l'intérieur au milieu. Là, il y a des trous. Alors pourquoi ça converge à l'intérieur aussi? C'est parce que la condition initiale, elle est correcte aussi. Et là, à l'intérieur, on voit la condition initiale. Ça converge beaucoup, beaucoup plus vite que si on fait sur les intervalles longs. Et on dit que là, dans ce cas-là, c'est le premier résultat, la convergence avec la fonction complément d'erreur. Ça converge superlinéairement. Et là, on a l'autre borne qui est précise, la convergence linéaire. Et là, il y a un exemple où on est entre la convergence linéaire et la convergence superlinéaire. Là, il y a l'itération, et là, il y a l'erreur mesurée dans cet algorithme. Et en pointillé, c'est l'erreur que je mesure quand l'algorithme tourne. Et en ligne droite, là, ça, c'est la contraction linéaire avec le facteur de contraction. Et là, c'est la fonction complément d'erreur. Et vous voyez, les deux sont des bornes. Les deux estimations tiennent, mais au début, on voit plutôt une convergence linéaire, et après, quand les itérations progressent, on passe dans un phénomène de convergence superlinéaire. Si on utilise le même algorithme pour une équation des ondes, tout est différent. Là, j'écris cette méthode de Schwartz alternée de type relaxation d'onde. On résout une équation des ondes dans le premier sous-domaine de 0 à grand T. On utilise à l'interface que l'autre sous-domaine a calculé à l'étape précédente. Et après, je fais une solution dans le deuxième sous-domaine, de 0 à grand T, et j'utilise que le premier vient de calculer le long de l'interface gamma 2. Et pour cette équation des ondes, la convergence est complètement différente. Cette méthode converge en un nombre fini d'itérations. C'est-à-dire, dès qu'on a itéré n qui est plus grand que t fois c divisé par l, on a la solution. Alors, si l'intervalle en temps est petit, il faut peu d'itérations. Si la vitesse est petite, il faut peu d'itérations. Et si le recouvrement est grand, il faut aussi peu d'itérations. Et c'est de nouveau un résultat qui est vérifié pour des décompositions très très générales avec beaucoup de sous-domaines. Et on peut aussi utiliser des conditions de transmission de type Robin qu'on a vu pour les méthodes de Schwartz optimisées, et on obtient un algorithme qui marche sans recouvrement. Alors pourquoi est-ce que ça converge en un nombre fini d'itérations? Là, il y a un dessin qui vous explique pourquoi c'est vrai, où on introduit de nouveau les équations d'erreur. Je définis l'erreur d'être la différence entre la solution U de l'équation des ondes et l'approximation calculée sur le sous-domaine oméga i. Et c'est comme avant, ces équations satisfont, ces erreurs satisfont des équations homogènes, des équations des ondes homogènes, avec sur les interfaces que l'autre sous-domaine vient de calculer. Alors là, je fais un dessin en espace et en temps de cette situation-là.
On a deux sous-domaines oméga 1 et oméga 2 qui se recouvrent. Et je commence l'itération avec oméga 1. Alors, oméga 1 a une condition 0 comme condition initiale, parce que la condition initiale est connue, il n'y a pas d'erreur dans la condition initiale. Il y a aussi une condition 0 sur le bord extérieur, parce que la condition extérieure est connue, il n'y a pas d'erreur là. Alors, le seul endroit où il y a une erreur, c'est sur l'interface, ici, où on ne connaît pas la solution. Et là, on commence avec quelque chose aléatoire. Maintenant, une équation des ondes a une propagation de vitesse finie. Ça veut dire l'erreur de long de cette interface, quand on résout dans oméga 1, peut se propager seulement à une vitesse finie. Ça veut dire que cette erreur ne peut jamais atteindre ce qui est en dessous de cette ligne qui s'appelle la caractéristique de la vitesse de propagation. Ça veut dire la première itération sur oméga 1, la solution, elle sera correcte dans le triangle en dessous de cette caractéristique. En dessus, on n'en sait rien, ça va être contaminé par l'erreur ici. Mais en dessous, c'est correct. Alors, quand on résout dans le sous-domaine oméga 2, on sait que le long de l'interface, cette partie de la solution, elle est correcte. Là, l'erreur, il est nul. L'erreur, il est nul aussi parce que la condition initiale, elle est connue, il n'y a pas d'erreur. Sur le bord extérieur, la condition au bord, elle est correcte aussi. Ça veut dire que quand on résout dans oméga 2 croix 0t, toute la solution en dessous de cette caractéristique-là, maintenant, va être correcte. La seule partie de la solution qui peut être contaminée par l'erreur qui reste, en vert ici, c'est en dessus de la caractéristique. Et là, vous voyez exactement le même phénomène qu'on a vu avec l'oscillateur dans l'exemple historique de Rioli, San Giovanni Vincentelli et Larasmi. La solution, elle n'aura plus d'erreur sur cet intervalle-là. Et si on résout de nouveau sur le domaine à gauche, en dessous de cette caractéristique-là, la solution va être correcte. Alors si on s'intéresse juste à la solution jusqu'ici, on a convergence en 3 itérations. Ça, c'est pour les équations des ondes et en général pour toutes les équations de type hyperbolique. Ces algorithmes convergent en un nombre fini d'itérations. Là, j'ai fait un exemple où on voit l'espace ici, le temps ici. J'ai fait 6 sous-domaines en espace-temps. J'ai créé un signal ici qui se propage vers la gauche, vers la droite. Et j'ai utilisé des différentes vitesses de propagation. Ça veut dire qu'il y a des réflexions à travers les différentes couches. Et on peut calculer une solution espace-temps avec des grilles adaptées avec ce type d'algorithme. Est-ce qu'on peut faire aussi les autres algorithmes de décomposition de domaine en espace-temps? Oui, on peut. Là, on a une décomposition sans recouvrement, mais c'est en espace de moins a à b et en temps de 0 grand t. Et on peut définir un algorithme de type Dirichlet-Neumann ou Neumann-Neumann ou Schwarz optimisé pour les problèmes d'évolution. Il suffit de faire exactement la même itération comme en espace pour obtenir l'algorithme. Alors là, par exemple, pour une équation des ondes, on a l'algorithme de Dirichlet-Neumann. Le premier sous-domaine, il résout avec une condition de Dirichlet. Le deuxième sous-domaine résout avec une condition de Neumann. Et il faut, comme pour le cas statique, un paramètre de relaxation. Et ce type d'algorithme, il converge, si on l'applique à une équation des ondes, aussi en un nombre fini d'itérations. Et si les sous-domaines ont exactement la même taille, de nouveau on a un solver direct si on choisit θ égale 1/2. Et si les sous-domaines ne sont pas de la même taille, mais on choisit quand même le paramètre 1/2, on converge en un nombre fini d'itérations, et ce nombre est petit quand grand T est petit, quand la vitesse est petite, et dans le dénominateur, on a la taille des sous-domaines, pas la taille du recouvrement comme pour les méthodes de Schwarz. Et si on ne choisit pas 1/2, on a seulement convergence linéaire. Ça veut dire qu'il faut choisir 1/2 pour le paramètre de relaxation pour avoir une bonne performance. Pour l'algorithme Neumann-Neumann,
généralisation, relaxation d'onde, c'est pareil, on résout deux problèmes de Dirichlet en espace-temps, on résout deux problèmes de correction Neumann en espace-temps, on fait la relaxation comme en espace, et on peut démontrer aussi pour cet algorithme-là qu'il converge en un nombre fini d'itérations si on choisit θ égale 1/4 et les sous-domaines sont de la même taille. Et si les sous-domaines sont différents et on choisit quand même 1/4, on converge dans un nombre fini d'itérations. Et on gagne un facteur 2 par rapport à Dirichlet-Neumann, mais on fait aussi 2 fois plus de travail parce qu'il y a 2 problèmes de Dirichlet et 2 problèmes de Neumann à résoudre. Quand les sous-domaines ont la même taille, mais θ n'est pas 0,25, l'algorithme converge seulement linéairement. Ça veut dire que c'est important de choisir 0,25. Pour les équations de la chaleur, on a des résultats analogues qui sont trop compliqués pour vous donner en détail, mais il y a une analyse pour 2 sous-domaines, pour la méthode de relaxation Schwartz, ça je vous ai montré. Il y a chaque fois une fonction d'erreur complément qui apparaît aussi dans Dirichlet-Neumann, relaxation d'onde, et Neumann-Neumann, relaxation d'onde, qui dépend aussi de la taille des sous-domaines. Et on a même une généralisation pour n sous-domaines. Et de nouveau, c'est la fonction d'erreur complément qui intervient. Et dans ce cas-là, il y a une estimation supplémentaire. Et on peut aussi introduire des conditions de transmission Robin, comme je vous ai montré à la fin de la leçon 2. Et on peut optimiser le paramètre P. Et il y a plein de résultats, comment le choisir, ce paramètre P. Et j'aimerais vous montrer juste un exemple, comment cet algorithme tourne. Là, je fais avec 8 sous-domaines. Je vous montre ça en film. Et ça, c'est juste la condition initiale. Alors, ce que vous voyez en axe X, là, c'est l'espace en X. Et en axe Y, on voit la solution. Et l'équation que je résous, c'est une équation d'advection réaction-diffusion. Alors la solution là, c'est le profil initial, et ça va propager de gauche à droite, ça va diffuser, et il y a aussi une réaction qui va se passer. Et je vais vous montrer en couleurs différentes la solution exacte et l'approximation calculée par un algorithme de relaxation d'onde optimisé et classique, qui utilise les 8 sous-domaines. Là, vous voyez le premier sous-domaine en espace, deuxième sous-domaine, troisième sous-domaine, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Et chaque fois, il y a un petit recouvrement. C'est une méthode de type Schwartz. Alors, je vous montre cette simulation en live en MATLAB. Là, vous voyez la condition initiale, et je fais la première itération, et c'est une itération en espace-temps, ça veut dire on voit un film. Là, vous voyez en rouge la solution exacte qu'on essaie de calculer, et en bleu pointillé l'approximation calculée sur les sous-domaines. Et vous voyez qu'on a perdu pas mal du signal. Là. À la première itération, il y a très peu qui reste, à cause de l'approximation par la méthode de Schwartz, relaxation d'onde. Là, je vais vous montrer la deuxième itération. Vous voyez, au début, pour les temps courts, on est très proche. Mais pour les temps longs, on est encore assez loin de la solution. Mais on s'est amélioré, on s'est approché. Si je fais encore une itération, ça se présente encore mieux. Vous voyez, cette méthode, elle converge. Mais c'est frappant qu'au début, on est beaucoup, beaucoup mieux qu'à la fin, avec ces conditions de transmission classiques de type Dirichlet. Maintenant, je vais utiliser une condition optimisée avec un P que j'ai calculé pour que ça converge vite. Là, c'est la première itération. Je fais tourner. Et là, vous voyez, c'est impressionnant. La première itération, elle donne presque la solution. Et la deuxième itération, on ne voit plus aucune différence. Ça vaut largement la peine d'avoir des conditions de transmission optimisées dans ce type d'algorithme. Ça converge beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Maintenant, il y a encore un sujet que j'aimerais vous présenter, c'est le sujet de préconditionnement. Ça, c'est un sujet qui se présente au niveau algèbre linéaire, et après, je dois le lier aux méthodes de décomposition de domaine. Alors, commençons avec un problème d'algèbre linéaire, avec un système linéaire.
il y a une matrice du système A, il y a un second membre F, et il y a une inconnue U qu'on essaye de calculer. Ce type de système on obtient si on discrétise par exemple une équation de Poisson. Ce système, on peut résoudre avec une méthode de type Krylov, par exemple la méthode du gradient conjugué si la matrice est symétrique et définie positive, ou une méthode de type JMRS quand cette matrice est non symétrique ou indéfinie. Mais souvent on observe quand ce système vient d'une discrétisation d'une UDP, par exemple une équation de Poisson, que ces méthodes ne convergent pas très bien. Et en plus, si on raffine le maillage, ces méthodes convergent de plus en plus lentement. Alors on veut de plus en plus de précision parce qu'on raffine le maillage, mais le résultat vient de plus en plus lentement. Alors l'idée de préconditionner, c'est on essaye de trouver une autre matrice M, telle que si on applique l'inverse de M à A, et sur le second membre F, ça veut dire on multiplie ce système linéaire de départ par la matrice M inverse, les méthodes de Krylov marchent mieux. Mais ça apparaît comme du voodoo. Comment est-ce que vous pourriez, pour une matrice donnée, trouver des M qui font ça? Comment trouver un bon préconditionnaire? Là, c'est l'idée clé que j'aimerais présenter, c'est de se référer aux méthodes que nous avons vues avant, les méthodes itératives stationnaires. Si on a une méthode itérative stationnaire, elle se présente sous cette forme-là. Pour l'appliquer, il faut aussi une matrice M qui est facile à inverser. Et ce qu'on fait, on commence avec un U0, comme dans la méthode de Schwartz, avec 0 si vous voulez. On applique cette matrice M inverse au résidu et on ajoute ça comme correction à UN pour trouver une UN plus 1. Toutes les méthodes que nous avons vues, les méthodes de Schwartz, les méthodes de Dirichlet-Neumann, Neumann-Neumann, peuvent s'écrire sous cette forme-là. Alors si cette méthode converge, le UN plus 1 et le UN tendent vers la même limite. Alors je peux écrire la limite et je l'appelle U. U égale U plus M inverse F moins AU. Alors les U s'en vont et effectivement, si je sépare maintenant F et AU, j'obtiens exactement le système préconditionné. Alors, l'idée clé de ce transparent est de vous dire, pour trouver un préconditionnaire M inverse, il suffit de considérer des méthodes itératives stationnaires comme nous avons vu décomposition de domaine dans les premières 3 leçons. Et après de prendre cette méthode et l'utiliser comme préconditionnaire. Toutes les méthodes qu'on a vues sont des préconditionnaires. Pourquoi est-ce que ça donne des bons préconditionnaires? La méthode stationnaire que j'avais écrite tout à l'heure, je peux l'écrire encore un peu différemment. Je peux multiplier la matrice M inverse à l'intérieur et après je mets les UN ensemble. Il me reste une identité et après M inverse A qui s'applique à UN et il me reste un M inverse F de cette multiplication-là. Et si ça doit converger vite, c'est le rayon spectral de cette matrice-là devrait être petit. Et une deuxième condition pour un bon M, c'est que ça ne doit pas coûter trop cher d'appliquer M inverse. Alors il y a ces deux conditions qu'il faut satisfaire pour avoir une bonne méthode itérative. Maintenant, pour une méthode de Krylov, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que M inverse A est proche de 1 avec son spectre, et il doit aussi être bon marché d'inverser la matrice M. Alors la condition 2 est exactement la même. Mais la première condition, est-ce qu'elle est liée aussi? Le rayon spectral de l'identité moins M inverse A petit, ça veut dire les valeurs propres de M inverse A doivent être proches de 1. Ça veut dire que c'est aussi la même condition que pour une méthode de Krylov. Et il y a un résultat important dans ce
dans ce cadre qui montre que si on utilise une méthode de Krylov avec cette matrice M, ce préconditionnaire M, on va toujours avoir une convergence plus rapide que si on utilise le M dans cette forme-là. Alors ma philosophie pour développer des préconditionnaires, c'était toujours d'étudier des méthodes stationnaires, mais après de ne les jamais utiliser comme ça. Toutes les méthodes que je vous ai montrées, les méthodes de Dirichlet-Neumann, de Neumann-Neumann, de Schwarz optimisé, je vous les ai montrées dans cette forme-là, mais dans la pratique, on ne les utilise jamais comme ça. On les utilise toujours comme préconditionnaires pour Krylov. Pourquoi c'est meilleur? Je vous montre une démonstration. Là, si vous restez attentif, vous allez comprendre un élément essentiel de ce cours. La méthode stationnaire, elle calcule une nouvelle approximation de l'ancienne approximation en multipliant par la matrice identité moins M inverse A. Et après, on ajoute un M inverse fois F. Alors ça c'est l'approximation précédente, ça vient de l'identité, plus, vous voyez, un résidu. C'est M inverse F moins M inverse A U n-1. C'est le résidu de la méthode stationnaire à l'étape n-1. Maintenant, si on multiplie cette identité-là par M inverse A des deux côtés, on trouve M inverse A fois U à gauche et M inverse A fois U n-1 plus le résidu stationnaire à l'étape n-1. Et maintenant, je soustrais les deux côtés de M inverse F. Alors, j'ai M inverse F moins cette quantité-là, et j'ai M inverse F moins cette quantité-là. Alors, si on regarde le résidu de la méthode stationnaire à l'étape n, c'est cette quantité-là, on a exactement ce résidu à gauche, ici, et à droite, qu'est-ce qui reste? Il reste exactement l'identité moins M inverse A fois le résidu stationnaire à l'étape n-1. Alors, de résidu à l'étape n-1 au résidu à l'étape n, c'est juste une multiplication avec cette matrice d'itération. Et par récurrence, on obtient la matrice à la puissance n fois le résidu à l'étape 0. Ça veut dire pour la méthode stationnaire, le résidu à l'étape n est lié au résidu à l'étape 0 par un polynôme dans la matrice M inverse A. Et c'est un polynôme très très spécifique. C'est le polynôme identité moins cette matrice à la puissance n. Maintenant, une méthode de Krylov, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit d'abord un espace de Krylov. Et l'espace de Krylov, il commence avec le résidu, et après M inverse A fois le résidu, et de suite jusqu'à la n-1e puissance de M inverse A fois le résidu. Et la méthode, elle trouve dans cet espace de Krylov affine, parce qu'il contient aussi la première estimation de la solution, une approximation à la solution du problème qui a des propriétés d'optimalité. Alors cette approximation-là, elle doit se trouver dans cet espace. Ça veut dire que ça doit être une combinaison linéaire de U0 plus une combinaison linéaire de ces vecteurs dans l'espace de Krylov. J'utilise des coefficients alpha i pour vous écrire cette combinaison linéaire de ces vecteurs. Et les alpha i sont déterminés pour avoir une très bonne approximation. Maintenant, je fais ce que j'ai fait pour la méthode stationnaire avant. Je multiplie cette identité à gauche par M inverse A, à gauche par M inverse A, à droite par M inverse A, là par M inverse A, là l'indice passe de I-1 à I, et je soustrais de M inverse F. M inverse F moins cette quantité, c'est M inverse F moins cette quantité, plus, parce que je soustrais moins, cette quantité-là.
Alors pour la méthode de Krylov, on trouve une relation très similaire à la relation qu'on a trouvée pour la méthode stationnaire. On trouve que le résidu à l'étape n est lié au résidu à l'étape 0 par un polynôme Pn dans la même matrice qu'on avait le polynôme pour la méthode stationnaire, sauf que ce polynôme, il a des propriétés d'optimalité. Il est choisi comme le meilleur polynôme possible pour rendre ce résidu petit. Alors, ce polynôme, il a en général une meilleure qualité que le polynôme de résidu choisi par la méthode stationnaire, qui est juste ce polynôme bête à identité moins m inverse a à la puissance n. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser les méthodes de Schwartz comme préconditionneur, par exemple, la méthode parallèle de Lyons? Cette méthode, on a vu dans la première leçon, pour l'équation de Poisson, on résout l'équation de Poisson dans le premier sous-domaine et dans le deuxième sous-domaine, et on utilise sur les interfaces l'itération précédente du sous-domaine voisin. Alors, si j'introduis comme notation un LI inverse, qui symboliquement représente que je résous le problème sur le sous-domaine oméga i. Et après, je prends la trace sur l'interface où je dois donner les valeurs à l'autre sous-domaine. Alors, autrement dit, L1 inverse, il résout ce problème en utilisant comme donnée f le second membre, g sur les bords extérieurs et la valeur sur l'interface u de n-1. Et après, ça prend encore la trace u en n, parce que ça, c'est la valeur qu'il doit donner au voisin après. Et pour le deuxième sous-domaine, je fais exactement pareil. Si cette méthode converge, à la limite, j'ai u1 sur gamma 2, qui doit être cet opérateur appliqué à u2 sur gamma 1. Et U2 en gamma 1 doit être cet opérateur-là appliqué à U1 sur gamma 2. Maintenant, le problème est linéaire. Cette opération-là, je peux la séparer en deux. Il y a l'opération sur F et G sans données à l'interface et l'opération avec F et G0 et avec les données à l'interface. Alors, ces quantités-là ne dépendent pas de la solution. Ça devient un second membre. Et cette quantité-là, elle dépend de la solution. Et cette quantité-là, elle dépend de la solution. Je mets à gauche. Et voici un système linéaire pour les solutions U1 et U2 aux interfaces U1 et U2. C'est un système linéaire sur les interfaces. Alors là, j'ai réécrit ce système linéaire sur l'interface. Et ce système, on appelle le système sous-structuré parce que les variables en volume ont disparu. Les seuls inconnus sont les solutions sur les interfaces. C'est un système linéaire. Et si j'écris ça en forme matricielle, je mets juste en évidence les traces U1 sur gamma 2, U2 sur gamma 1. Et là, vous avez la matrice du système linéaire. L'identité vient de là, l'opérateur vient de là, et sur la deuxième ligne, l'opérateur vient de là, et l'identité vient de là. Le second membre, il est bien spécifié. Si on résout ce système linéaire avec une méthode de type Bloch-Jacobi, ça donne exactement la méthode de Schwartz parallèle, mais c'est plus efficace de résoudre ce système avec une méthode de Krylov. Alors il y a deux choses qui sont parfaitement identiques. On peut utiliser Krylov pour accélérer Schwartz, ou on peut utiliser Schwartz comme préconditionneur pour Krylov. Ces deux choses sont exactement la même chose. De même, on peut écrire un système préconditionné pour la méthode Neumann-Neumann. Pardon, pour les méthodes Dirichlet-Neumann. Alors la méthode Dirichlet-Neumann, il y a une solution de type Dirichlet sur le premier sous-domaine. Et après, il y a une solution, il me manque un transparent là, oui, voilà. Il y a, pour la méthode Dirichlet-Neumann, il y a une solution de type Dirichlet
sur le premier domaine. Après, il y a une solution Neumann sur le deuxième sous-domaine. Et il y a une étape de relaxation. Alors, si je vais écrire cette itération sous forme sous-structurée, je peux introduire le symbole qui résout le problème de Dirichlet, j'appelle ça Dirichlet to Neumann, et le symbole, l'opérateur qui résout le problème Neumann, Neumann to Dirichlet, et j'obtiens la nouvelle approximation en prenant θ fois la solution du problème Dirichlet que j'impose comme condition de Neumann au problème de Neumann, que je transforme en condition de Dirichlet, plus 1 moins θ fois l'ancienne approximation. Alors de nouveau à convergence, les n qui tendent vers l'infini disparaissent, et j'ai U gamma des deux côtés qui s'en vont, il reste 0, égale cette expression-là à convergence, le n il disparaît, et le un de là avec le θ. Et par linéarité, ces opérateurs, je peux les séparer de nouveau. J'ai un U gamma plus un Neumann to Dirichlet qui s'applique à un Dirichlet to Neumann sur l'autre domaine de U gamma. Et le second membre, il a tous les termes qui dépendent de F, mais sans trace. Alors de ce système préconditionné, si j'utilise le fait que de résoudre un problème de Dirichlet pour obtenir une condition de Neumann, et un Neumann pour obtenir de nouveau le Dirichlet, c'est l'identité, je peux l'écrire sous cette forme-là. Cette forme qui a à l'intérieur maintenant une somme du Dirichlet-Neumann sur sous-domaine 2, du Dirichlet-Neumann sur sous-domaine 1, appliqué à une trace U gamma, et je calcule un Neumann de Dirichlet de ce résultat-là. Ça me fait le second membre d'avant. Ça montre que la méthode de Dirichlet-Neumann, c'est une façon de résoudre le système de complément de Schur avec un préconditionneur de type Neumann, mais sur un sous-domaine seulement. Et on peut démontrer que la méthode de Neumann-Neumann, elle fait la même chose, sauf qu'utilise maintenant un préconditionnaire pas seulement sur le sous-domaine 2, mais aussi sur le sous-domaine 1. Alors, comme conclusion pour cette troisième partie, toutes les méthodes qu'on a vues dans la première et la deuxième partie de décomposition de domaine, on peut les utiliser aussi pour les problèmes en temps. Les méthodes de Schwartz classiques, les méthodes de Schwartz optimisées, les méthodes Dirichlet-Neumann, les méthodes de Neumann-Neumann, tous ont une variante de type relaxation d'onde. Et la convergence, elle dépend du type de problème qu'on résout en espace-temps. Si c'est un problème parabolique, la convergence est superlinéaire sur les intervalles courts et linéaire sur les intervalles longs en temps. Pour les problèmes hyperboliques, la convergence est en un nombre fini d'itérations. Et toutes ces méthodes de décomposition de domaine, il ne faudrait jamais les utiliser dans la pratique comme je les ai décrites, mais comme préconditionneur pour une méthode de Krylov. Et là, comme référence, pour lire plus, vous pouvez regarder dans le polycopié que je vais vous donner pour cette cours SIMPA.